Bonsoir tout le monde. Allez, on va se détendre un peu les neurones. On va rigoler un peu avec cette vidéo qui va porter sur les rémunérations, les salaires des joueurs de foot. Et ce qui m'intéressait dans cet article, c'était de savoir comment ces champions plaçaient leur argent. J'imagine pas qu'ils puissent passer par le CGP local ou le conseiller en investissement du coin. Et donc, ça m'a intéressé de vous expliquer, de vous transmettre ce mode opératoire chez les professionnels, chez les meilleurs professionnels de foot. Alors, comment sont placés les millions des joueurs? Donc, l'argent coule à flot dans le million du foot, ça c'est pas nouveau, comme le montre une récente enquête sur les plus gros salaires de Ligue 1. Quels placements doivent privilégier ces clients atypiques? C'est le moins qu'on puisse dire. Comment organiser leur patrimoine? Je vais vous l'expliquer puisque j'ai pris en portefeuille un des meilleurs joueurs du PSG et je vous dirai qui est ce joueur à la fin de la vidéo. Non, c'est pas crédible, mais c'est pas grave. Allez, nous avons interrogé donc plusieurs spécialistes de la gestion. Ils livrent leurs conseils. Alors, donc les stars du foot ont davantage l'habitude de jongler avec la balle. Plus l'habitude de jouer avec la balle qu'avec les millions. Ils font pourtant office de véritables machines à cash. Le journal de l'équipe a publié mardi, alors c'était le 22 mars, c'était au mois de mars, ça date d'un mois, sa traditionnelle enquête, un mois et demi, annuelle des salaires des joueurs de Ligue 1. Ce classement est établi sur la base de différentes sources, dirigeants de clubs, agents de joueurs, etc. Et il n'inclut toutefois pas le montant des primes versées pour les victoires lors des compétitions. Les 14 premières places du classement sont occupées par des joueurs du PSG. On ne sera pas surpris. Selon les estimations du quotidien, le salaire mensuel brut moyen des coéquipiers de la capitale s'élève à 990 000 euros. L'attaquant brésilien Neymar étant le mieux payé avec plus de 4 millions d'euros de rémunération par mois. Voilà, devant la star argentine Lionel Messi, 3,4 millions et Kylian Mbappé, 2,2 millions. Mais je pense que tout ça va pas durer et que Kylian va repasser devant. Alors, ce pactole a de quoi donner le tournis. Voitures, yachts, villas, vêtements et montres de luxe, au-delà de ces signes ostentatoires de richesse. Comment gérer autant d'argent? Eh bien, donc, quel type de placement privilégier? Comment organiser, préserver et faire fructifier un tel patrimoine? Moi, je saurais très bien. Nous avons interrogé plusieurs gestionnaires de fortune, spécialistes de ces profils atypiques, et ils nous livrent leurs conseils. Alors, ça va donner quoi? Donc, nombre de ces sportifs gagnent en un an ce que la population moyenne va mettre l'ensemble de sa vie à gagner, résume Anna Gozlan, fondatrice de Carmony Office. Carmony Office, c'est un family office qui gère les grosses fortunes. Ces réussites rapides ne sont pas sans rappeler les fortunes amassées en l'espace de quelques années seulement par les patrons de la tech, à la différence près que dans le sport, le succès arrive de manière encore plus précoce. Effectivement. Si les fortunes des entrepreneurs se font vers 30-40 ans, dans le milieu du sport, cela démarre encore plus tôt, vers 20 ans et même parfois avant. Il faut avoir conscience que cela ne va pas durer toute la vie et qu'ils ne pratiqueront leur discipline à très haut niveau que pendant une dizaine d'années en moyenne, souligne Pierre de Pellegard. Pellegard, c'est ça, ou Pellegard. Responsable de la gestion de fortune chez BNP Paribas, banque privée. L'établissement accompagne de nombreux sportifs de haut niveau dans la gestion de leur patrimoine, dont de nombreux champions de tennis, grâce au partenariat avec la Fédération française. Alors, ensuite, on nous dit quoi? L'épargnant. Pour l'instant, c'est pas grand-chose sur la manière dont les champions placent leur argent. L'épargnant traditionnel dispose de 40 voire 45 années d'activité, donc vous et moi, pour se constituer un capital, alors que les athlètes n'ont généralement que 10 à 12 ans en moyenne pour accumuler les revenus tirés de leur activité sportive, avant éventuellement d'envisager une deuxième vie professionnelle. Il faut s'en préoccuper rapidement et anticiper le risque d'un arrêt définitif d'une carrière pour cause de blessures, jambes cassées, rupture de tendon d'Achille, les fameux ligaments croisés. Et oui, combien de fois j'ai entendu des sportifs qui avaient
qui avaient brutalement arrêté leur carrière, des footballeurs, suite à des ruptures de ligaments croisés. Ça, c'est terrible. C'est une fragilité chez nous. Alors là, c'est Christian Hubert qui nous l'explique, directeur commercial et adjoint, directeur d'UFF Sport Conseil. Je ne savais pas qu'il y avait une branche Sport Conseil chez UFF, l'Union financière de France. Ce département de la banque UFF comprend 36 gestionnaires de patrimoine, dont 80% sont d'anciens sportifs professionnels ou de haut niveau. Ah bah c'est bien donc. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent du coup, c'est très bien ça. Ces conseillers gèrent l'épargne et les capitaux de près de 1200 sportifs et accompagnent aussi plusieurs clubs d'élite dans 5 sports majeurs, handball, basket, volley, rugby et foot. Le sportif prend des risques avec son corps, mais il ne doit pas en prendre avec son argent, lance l'ancien handballeur. Oui, c'est bien dit ça. La presse, quoique, fait état, la presse s'est fait l'écho de nombreuses expériences malheureuses de sportifs qui ont tout perdu. La nouvelle génération est beaucoup plus dans l'anticipation, déclare Christian Hubert. Malgré cette prise de conscience, les professionnels doivent mettre en garde cette clientèle, pas comme les autres. Alors, ça y est, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, on nous parle d'immobilier de bureau et de murs d'hôtel. Il faut bien souvent leur inculquer un réflexe d'épargne. Pour les sportifs, ce n'est pas un acte naturel, car ils ont parfois l'impression qu'ils gagneront toujours autant d'argent, prévient Pierre de Pellegard. Une fois que l'on a dit à notre client qu'il ne fallait pas tout dépenser sur 990 000 € par mois, j'espère, et qu'il a payé ses impôts, ça c'est sûr qu'il va en donner plus de la moitié. On peut se poser la question, sauf s'il est bien... Ça serait intéressant d'avoir les montages et les montages d'optimisation fiscale des sportifs du PSG qui payent, qui sont payés, rémunérés 1 million, 2 millions, 3 millions. Combien ils payent d'impôts à la fin? Ça serait intéressant d'avoir ces pistes-là. Donc on peut se poser la question de savoir ce que l'on a fait de cette trésorerie. Eh bien, nous leur proposons alors des conseils classiques que l'on pourrait donner à la clientèle plus traditionnelle. Nous recommandons d'aller vers l'investissement immobilier, bien souvent locatif, à titre particulier ou commercial, explique le banquier. On connaît l'attrait des grandes fortunes du foot pour l'immobilier. Cela reste l'une des composantes principales de leur portefeuille. Ouais, mais il n'y a pas de secret. De toute façon, qu'on soit joueur éminent du PSG ou employé militaire, cadre, chirurgien dentiste, les bases sont les mêmes, les fondamentaux sont les mêmes, sauf qu'on ne jongle pas avec les mêmes montants. Voilà, donc bien évidemment, ceux qui ont de l'argent ont accès à des supports d'épargne et des placements qui sont beaucoup plus rémunérateurs que ceux qui en ont moins. Il y a beaucoup de placements qui ne sont accessibles qu'à partir de tickets entre guillemets, donc ce sont des montants à l'entrée de 100 000 € minimum, par exemple. Hein, donc quand on débute dans la vie, on n'a pas tous 100 000 € à investir tout de suite. Alors, le biais immobilier reste très fort pour ses clients à très haut revenu, au-delà de l'immobilier de jouissance, donc résidence principale et secondaire. Nous leur recommandons par exemple d'investir dans l'immobilier de bureau, les murs d'hôtel, et de structurer leur patrimoine au travers de SCI ou de SAS avec un souci permanent d'optimisation fiscale, indique Patrick Ganancia, président de RES, une société de conseil en gestion de patrimoine. Alors là, je voulais faire une petite parenthèse, mais si vous avez des montages, si vous avez besoin de structurer votre patrimoine avec des sociétés civiles, je vais résumer ça avec le terme SC, société civile, sans aller vers les sociétés civiles immobilières ou les sociétés commerciales, etc., etc. Je travaille désormais au sein du cabinet Axi Plus Patrimoine. Et là, si vous avez besoin de ce type de montage, je peux vous dire que vous allez être aux petits oignons. Voilà, donc je vous invite à me contacter si vous avez des besoins particuliers. Sachez que de toute façon, et ça, pas grand monde vous le dira, à partir du moment où vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous avez un petit bien locatif à côté, vous avez toujours, et je dis bien toujours, intérêt à vous structurer en société civile. Le reste, en rendez-vous, chers amis. Alors, ensuite, Anna Gozlan, qu'est-ce qu'elle nous précise? Toujours chez Carmony Office, elle conseille pour sa part d'investir dans des biens démembrés en nue propriété. Et oui, ça, j'en fais régulièrement, notamment en démembrement temporaire via des SCPI.
c'est plus intéressant. Cela permet d'obtenir une décote sur le prix. Et en plus, seul l'usufruitier sera fiscalisé. Donc celui qui investit en nue propriété, ne recevant pas les loyers, n'a pas la fiscalité. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là de revenus, que ce soit pour des sportifs de très haut niveau ou des familles qui ont déjà des revenus conséquents, ils n'ont plus envie de se rajouter de la fiscalité. Donc l'investissement en immobilier, en nue propriété, pardon, peut être intéressant. Et la contrepartie d'usufruit, souvent, va permettre d'optimiser la trésorerie de l'entreprise. Et ça aussi, c'est des montages sur lesquels je suis spécialisé et sur lesquels je peux vous conseiller. Alors c'est un moyen de ne pas alourdir la facture de l'IFI, effectivement, puisque en NuPro, j'ai oublié de le dire, eh bien ça n'intègre pas l'IFI. Alors, profiter des taux bas, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Pour mener à bien ces projets, les spécialistes de l'investissement incitent aussi à ne pas négliger le recours au crédit. Ouais, ça c'est une bonne idée. Garder son cash pour le mettre sur des investissements, sur le pilier, ce que j'appelle le pilier financier, et puis acheter tout l'immobilier à crédit, si on peut, même quand on gagne des fortunes. C'est ce qu'ils disent. Même lorsque l'on brasse des millions, il peut être judicieux de profiter des taux bas. Nous recommandons d'utiliser le levier du crédit. Pour tous les clients, cela demeure un outil indispensable de la gestion de patrimoine à jour. Pierre de Pelgard. Et c'est vrai que, voilà, ça, une fois de plus, on est encore sur les mêmes fondamentaux, que ce soit sur les fondamentaux de l'investissement, immobilier, bourse, assurance vie, private equity, ou sur les fondamentaux de la manière dont on investit, en passant par un prêt pour l'immobilier, ou avec son épargne pour l'orientation de l'épargne vers le pilier financier, l'assurance vie généralement, et les ETF. Vous savez que je suis un fervent défenseur des ETF. Alors, lorsque nous présentons ce type de dossier, toutes les banques veulent nous prêter. Bah oui, tu m'étonnes. C'est à nous ensuite de faire jouer la concurrence pour obtenir le meilleur taux. Détail Patrick Ganancia. Au démarrage des projets, le recours au crédit reste assez marginal. Cela peut monter en puissance dans un deuxième temps, après une phase d'apprentissage pour le client. Il faut le convaincre de l'utilité du crédit, sachant qu'il y a des millions à investir et qu'il n'a pas toujours envie de s'endetter, poursuit-il. Alors, le private equity, j'en parlais à l'instant, donc un petit zeste effectivement. L'investissement en bourse en achetant des actions en direct ou via des fonds a aussi bien entendu toute sa place dans le portefeuille des joueurs. Mais ce n'est pas réservé que aux très grosses fortunes. Vous, en tant que particulier plus ou moins modeste, vous devez aussi intégrer dans votre patrimoine des actions, et je vais en parler à l'instant, des ETF. J'ai commis l'erreur pendant une bonne vingtaine d'années de négliger cette partie-là. Or, la bourse, l'économie réelle, les entreprises, c'est ce qu'il y a de plus rémunérateur. Et c'est un parfait complément de l'immobilier. Pour mettre un peu de piment, les gestionnaires recommandent aussi de se tourner vers le private equity. La prise de participation dans les PME non cotées, puisque c'est ça le private equity, on est dans des entreprises donc, un peu du second marché qui ne sont pas cotées en bourse. Donc et ça offre en effet sur le long terme, à un horizon de 5 à 7 ans, un potentiel de performance attrayante supérieure à celle du CAC 40. Et ce qui est important quand on choisit, quand on décide d'aller vers du private equity, ce qui est important, ça va être de bien choisir l'acteur qui va faire la gestion. Et pour ça, donc, chez Axiplus, on travaille avec notamment Eiffel ou Inter Invest, qui sont vraiment des acteurs leaders et hyper sérieux sur le marché. Pour le grand public, aussi, le private equity peut s'inscrire dans une logique de diversification une fois que l'on a exploré les autres classes d'actifs, actions, obligations, assurance vie. Bah oui, quand vous avez déjà tout ça dans votre patrimoine, c'est pas mal quand même d'intégrer un peu de private equity. Alors, longtemps réservé aux institutionnels, le capital investissement a tendance à se démocratiser sous l'impulsion des pouvoirs publics, comme l'a montré le lancement du nouveau fonds de BPI Finance dédié aux particuliers. Parfois, ce sont les sportifs eux-mêmes qui sont à l'initiative. Le footballeur Blaise Matuidi, qui joue les Business Angels depuis plusieurs années, a lancé Origins, un fonds d'investissement qui parie sur des startups dans la tech. Bravo Blaise, bravo. Bel esprit d'entreprise et belle âme d'entrepreneur et d'investisseur. Bien souvent, les compétiteurs de haut niveau sont préoccupés par le sort de leur entourage familial et sont animés par le souci de redistribuer au profit des proches. Au début de leur carrière, ils n'ont en général pas d'enfants, mais ils souhaitent rapidement protéger leur entourage, qu'il s'agisse des parents ou des grands-parents. Ils voudront parfois aussi récompenser un frère ou une sœur, expliquent les gestionnaires d'actifs. J'imagine aussi que, sans parler de la famille,
toutes ces personnes-là ont plein de nouveaux copains, plein d'amis. Hein, donc, c'est toujours le problème. Voilà. Cela peut se faire par le biais de donations ou dans l'immobilier à travers la création de SCI associant plusieurs membres de la famille ou via des sociétés de holding pour investir dans l'industrie ou dans le domaine des startups. Ça, je viens de vous en parler aussi chez Axiflux Patrimoine. Si vous avez des besoins dans tous ces domaines-là, eh bien, vous serez aux petits oignons. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle de vignobles, de forêts et de fermes agricoles. En termes d'allocation d'actifs, Pierre de Pelga, chez BNP Paribas, il n'a pas changé, il n'est pas chez Axiflux encore, recommande à cette clientèle ultra riche de placer entre 5 et 10% dans le private equity, une part sécurisée, en assurance vie pour 20 à 30%, et le reste en immobilier. Et de réserver une poche pour les investissements passion, vignobles, forêts, on pourrait citer le vin également, donc fermes agricoles ou ce sont des actifs très recherchés par cette frange de clientèle qui, à l'image du grand public, cherche aussi à donner du sens à ses placements. La perspective de rentabilité immédiate est certes assez faible, mais cela s'inscrit parfois dans une logique de transmission, de diversification. Cette jeune clientèle se montre aussi plus sensible à la thématique de l'investissement socialement responsable, rapportent les professionnels. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore. Moi, je pensais qu'ils s'en foutaient un peu, en fait, mais pas du tout, a priori. Concernant l'épargne salariale, les clubs nous demandent de plus en plus de fonds environnementaux et sociétaux, estime Christian Hubert, de chez UFF, me semble-t-il, Christian. Ils sont aussi pour beaucoup engagés dans des œuvres caritatives et font preuve de philanthropie à travers la création de fonds de dotation. À l'image des jeunes investisseurs, les sportifs de renom sont également séduits par les actifs dématérialisés. Et on va terminer par ça, donc crypto, NFT, on ne va pas insister là-dessus, c'est pas du tout un sujet qui va concerner la majorité du patrimoine, mais pour écourter la vidéo, une toute petite partie de crypto dans un portefeuille, ne serait-ce que pour maîtriser au moins le sujet et briller en société. Voilà, donc si vous voulez travailler avec Stéphane Milonnet, je m'adresse aux joueurs du PSG, eh bien je vous invite à aller regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube, à mettre des likes sur mes vidéos et à vous inscrire et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, partagez cette vidéo à tous les joueurs du PSG que vous connaissez et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour des sujets non pas moins sérieux parce que le sujet était sérieux. Hein, et donc la conclusion, c'est que vous pouvez placer exactement de la même manière votre argent que les joueurs du PSG si vous faites appel à un bon conseiller. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.